Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une quatrième vidéo. Donc dans la précédente vidéo, on a abordé le thème des props, donc des propriétés qu'on veut passer en components, comme par exemple le nom, le level et qu'on définit ici. Et maintenant, on va voir le state dans cette vidéo. Donc je viens de me rendre compte qu'il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler, c'est qu'ici en fait je travaille avec des functional components. Donc peut-être que dans d'autres vidéos ou dans d'autres tutoriels de React Native, vous avez pu voir des fonctions avec des classes, etc. avec notamment des states, des renders. Eh bien, il faut savoir que React Native et React, donc qui sont toutes les deux créées par Facebook, ont récemment migré en fait vers cette forme qui est la forme fonctionnelle. Donc pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'en fait la forme fonctionnelle est plus propre au JavaScript, donc ça fait plus de sens et c'est moins lourd. Donc on va le voir notamment pour tout ce qui est le state, ce sera moins lourd à exécuter. Donc il faut savoir que tout ce qui est classe, c'était un peu l'ancienne version et que c'est pour ça qu'on est un peu en train de migrer vers cette nouvelle version. Donc là, vous avez bien un tutoriel sur la dernière version de React Native et React à l'heure de l'année 2020. Donc il faut savoir que cette migration a été assez récente, je pense 2019-2020. Donc si vous regardez notamment des tutoriels ou des questions sur Internet antérieures à 2018 par exemple, vous n'aurez pas cette forme qui peut sembler déconcertante au premier abord. Donc voilà pour la petite digression. Quelque chose dont j'ai oublié de vous parler également, c'est le console logs. Donc il faut savoir qu'en React et en React Native, on se sert beaucoup de la console en fait, de manière à débugger. Donc là par exemple, je vais donner name. Et en fait, je vais lui demander, donc là, name, this is a test. Ça va tout simplement me permettre de voir quelle est la valeur en fait de la variable que je vais voir. Donc là, je vais juste lui demander Pikachu name. Et en fait, lorsque je vais runner mon application, on voit qu'en fait, ici, ça va s'inscrire dans la console et qu'on a bien que le nom qui s'affiche, c'est Pikachu. Donc c'est très très utile, notamment pour savoir un peu la valeur de vos variables, pourquoi dans vos fonctions, ça va faire telle valeur, etc. Et donc à débugger. Donc n'hésitez pas, surtout quand vous débuguez, à écrire autant de possible ce genre de texte. Donc vous pouvez écrire un peu n'importe quoi, n'importe où. Donc là par exemple je vérifie que je suis bien dans Pokémon Info. Je vais lui demander Pokémon Info print, et normalement vu que je l'ai appelé deux fois, donc ici avec Pokémon et ici avec Star Brut, cela devrait s'afficher deux fois dans la console. Donc là c'est bien ce que j'ai et ça me permet de savoir que ce component est appelé deux fois. Donc n'hésitez pas à en utiliser. Peut-être que moi je n'en utiliserai pas assez, mais surtout quand vous débutez, n'hésitez pas à débugger en fait de cette manière-là. Donc il y a d'autres manières de débugger qu'on verra plus tard. Bref, revenons à nos moutons. Donc dans la précédente vidéo, j'avais parlé du type. Donc ici en fait, on va carrément changer. On va dire en fait qu'il s'agit juste d'un type Pokémon. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je change le nom ici et je vais faire quelque chose. Je vais lui rajouter un ID. Donc en fait l'ID, ça va référencer en fait le Pokémon. Donc je vais dire que c'est un number. Il est censé être unique. Et pour simplifier les choses, je vais juste dire que ici l'ID, ça va correspondre en fait à l'ID tel qu'on a dans le monde des Pokémon. Enfin tel qu'il y a dans le monde de Nintendo, de Game Freak. Donc là en l'occurrence c'est 25 et donc je lui donne l'ID 25. Idem pour Scarabrut. Donc son ID, je le lis donc ici, donc 127, et je vais lui donner 127. Donc là, il arrête de rouspéter. Et finalement, en fait, je ne l'utilise pas ici, donc je n'ai pas besoin de lui passer, en fait. Mais, car je n'ai pas besoin de l'afficher, en fait, ici. Mais on verra, en fait, cela nous servira surtout par la suite. Donc voilà. Donc, une des premières choses que je vais faire, c'est ici, dans le fichier src, je vais commencer par créer un folder qui va s'appeler en fait models, et c'est là où en fait je vais renseigner mes divers types. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ceci et je vais créer un nouveau fichier, donc qui va s'appeler cette fois-ci Pokémon dans les modèles, où en fait je vais définir c'est .ts, où je vais définir en fait ce qu'est qu'un modèle de Pokémon. Donc en fait, je vais lui dire, pour un type de Pokémon, il faut qu'il ait un ID, un name, un level, la propriété ismale et un chemin.
En fait, c'est très similaire, donc si vous avez déjà codé en d'autres langages, à ce qu'en fait, on crée une classe où on lui attribue ses différents items, donc ses attributs, comme par exemple l'id et l'idem. Donc ici, le principe est le même, et comme on utilise en fait le TypeScript, on va lui permettre de spécifier le nom. Donc c'est très important d'utiliser des types. En fait, ça vous aidera surtout lorsque vous débuguez. Par exemple, imaginons que ceci, je l'ai mal orthographié, je peux directement avoir accès au type et savoir, par exemple, que dans le Pokémon Info, c'est bien de type Pokémon, et donc qu'il a les différents attributs, donc le name, le level, etc. Donc ici, il me dit bien sûr qu'il n'arrive pas à le trouver, et donc j'ai juste à l'importer en fait depuis les modèles. Donc il est ici. Je vais juste en profiter pour supprimer ces instructions que j'avais copiées dès le début mais qui ne servent pas ici. Et donc voilà. Alors, passons à la suite. J'ai créé également un fichier data. En fait, je l'avais créé dans les fois précédentes et on va dès à présent l'utiliser. Donc dans le fichier data, je vais maintenant en fait créer une liste de Pokémon. Comme ça, ce sera plus simple à utiliser que juste de copier-coller des noms de Pokémon. Donc ici, je vais la mettre en JavaScript, puisque je n'ai pas besoin de spécifier le type. Et je vais tout simplement copier-coller une liste de Pokémon que j'avais déclarée. Hop. Donc, on retrouve bien les différents Pokémon qu'on avait, Pikachu, Scarabrut, et ici j'ai rajouté Aquaquack. Donc j'ai bien sûr téléchargé son image, c'est 55 Aquaquack. Ouais, voilà. Donc ici, Aquaquack, donc j'ai bien vers le path 55 avec l'ID 55. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est avec cette liste, je vais l'exporter et en fait j'aimerais l'afficher dans ma vue principale de manière à rendre tous les Pokémon. Donc pour cela, je vais aller ici et je vais regarder cette fois-ci ce que c'est qu'une liste. Donc en allant sur internet, voilà, je vais taper React Native flat list. Donc voilà, je prends le premier lien, j'arrive sur la documentation. Et en fait, donc, en lisant un peu, vous pouvez lire plus en détail, vous pouvez voir qu'une flat list va servir à rendre des items similaires. Donc là, c'est un exemple de data, de liste. Vous voyez bien qu'il y a un ID, donc là un title, donc c'est first item, second item, third item. Et vous avez la propriété de flat list. Donc notamment ici. Donc on va s'empresser de copier-coller ceci et de l'utiliser ici. Alors, comment cela fonctionne? Donc déjà, il rouspète car il a besoin d'importer. Donc là, voilà, je l'importe directement de React Native puisqu'il a reconnu. Et ici, en fait, à la place de donner data, donc je vais juste en fait lui passer ma liste que j'ai définie ici. Donc liste Poké. Normalement, il va l'importer automatiquement. Non, il ne l'importe pas automatiquement. Donc le quick fix c'est CTRL SHIFT plus. Ouais, ça marche pas très bien. Bon, voilà. Et je vois ici deux choses. Donc la première, c'est ce qu'on va appeler en fait le key extractors. En fait, ça permet que lorsque vous manipulez une liste, d'avoir chaque élément de la liste unique. En fait, ça permet de s'y retrouver dans la liste. Donc ici, en fait, ce qu'il fait, c'est il prend l'item de la liste. Donc il va prendre un Pokémon et il va lui extraire l'attribut ID. Et là, en fait, il semble rouspéter, notamment parce que il me semble que ici ce n'est pas le bon format en fait. Ici ce qu'on lui rend c'est un ID, donc c'est un number, et lui en fait ce qu'il va attendre c'est un string. Donc pour cela je vais utiliser une méthode propre à JavaScript qui s'applique à tous les numbers, donc on voit bien que c'est une méthode ici, et qui s'appelle toString. Donc voilà. Et étant donné que c'est une méthode, donc une méthode c'est une fonction, c'est équivalent, j'utilise des parenthèses en fait pour l'appeler. Donc quand je zoome dans cette méthode, hop, je peux voir en fait return a string representation of an object.
et on voit bien que ça prend un nombre, puisque ça prend interface number. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les autres, vous pouvez juste, quand je fais CTRL-clic dessus, j'arrive en fait ici, donc c'est les fichiers un peu cachés qui sont dans les nodes modules, etc., assez loin, et vous pouvez avoir beaucoup de méthodes un peu sur, par exemple, là, ça va s'appeler sur les nombres constructeurs, je peux lui afficher une max value. En fait, c'est plus des méthodes un peu mathématiques où il y a une min value qui est égale à ceci, donc ce qui est assez petit, enfin bref, et qui est proche de l'infini. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, une fois que j'ai défini ce key extractor, je dois lui dire l'item qu'il doit rendre. Donc ici, ça va être un peu pareil. Je vais utiliser ce qu'on appelle une arrow function, où je prends l'item, et vous l'aurez compris, je pense, j'ai envie en fait de lui retourner. Donc pour lui retourner, je vais mettre entre crochets ici, voilà, comme ça. Et en fait, je vais tout simplement lui retourner le Pokémon info. Voilà. Avec donc les items qui correspondent. Donc là, par exemple, ce sera item.id, item.name. Oups. Donc en fait, j'ai juste à rajouter item partout, ce sera plus simple. Item.level, item.mail, et là en fait, donc ce sera item.src. Voilà. Donc là, il n'arrive pas à trouver. Je pense que c'est parce que j'ai mis des parenthèses en trop ici. Ah oui, donc il me semble que j'ai oublié de lui mettre des parenthèses. Juste rectifier le bug, en fait, c'était parce que j'avais mis juste des crochets entre eux. Donc il faut bien lui mettre entre parenthèses, donc là l'item, et lui rendre directement ceci. Donc là, il a resté de pigner. Et ce que je vais faire, c'est, étant donné que en appliquant donc à la liste Poké, normalement je vais lui rendre ces trois items là, ces trois Pokémon là en fait, je peux carrément supprimer ce que j'avais défini avant, et donc ça me permet d'éviter d'avoir un copier-coller dans mon code et de faire directement en fait la Pokémon info. Donc là, on va bien voir si cela a bien marché, et en effet, donc on retrouve bien le même texte qu'on a à chaque fois, à savoir Pokémon info dit is name is machin, et donc j'ai bien mes trois items qui s'affichent. Donc ici c'est une liste et on a bien l'order. Donc si vous voulez, vous pouvez vous amuser dans flatlist à rendre soit les items à l'envers, soit en fait à rendre la liste inversée. Donc pour rendre les items à l'envers, il y a une propriété de flatlist, vous avez juste à spécifier. Et pour rendre la liste à l'envers, en fait ici la data, il faudra la reverse en fait. Donc en faisant ça, donc je suis pas sûr que ce soit la méthode. Quelque chose comme ça. Hop. Et donc si j'ai bien fait, voilà. Donc je retrouve Aquaquack en premier, Scarabrut, puis Pikachu. Donc vous pouvez également vous amuser à filtrer, par exemple, à la place de renvoyer liste Poké, vous pouvez faire un exercice en disant je veux en fait la liste Poké moins que si les éléments sont level 15. Donc c'est-à-dire je veux la liste Poké qu'avec Pikachu et Aquaquack. Donc voilà, ça peut être un petit exercice. Donc, nous avons vu comment utiliser une liste, mais là, en fait, on ne va pas du tout s'en servir, puisqu'on va en fait définir notre propre type de liste. Bon, c'est pas vraiment une liste, c'est plus une sorte de Pokédex, en fait. Donc, sans plus tarder, on va passer au state. Alors, qu'est-ce qu'un state? Donc, je vais juste écrire une variable, counter Pokédex, set counter Pokédex. Voilà. Et là, en fait, je vais définir useState, qui est une fonction, en fait, ça s'appelle plus un hook, et qui est directement importé de React. Et donc, on va retrouver, en fait, ici. On voit bien qu'il a importé la fonction useState. Donc, passons plus de précision. Donc, ici, en fait, j'ai défini un compteur. Un compteur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une variable dont la valeur va être modifiée. Donc, contrairement à name, level ou ismail, qui en fait je définis juste leur variable au début et je ne vais pas les changer,
un state est une variable dont la valeur va pouvoir être modifiée en fait. Donc on peut très bien imaginer le cas où le compteur Pokédex il démarre à 0, mais en fait j'ai envie d'augmenter ce compteur Pokédex. Donc je vais appeler une fonction en fait qui va juste augmenter ce compteur, et donc la valeur du compteur Pokédex va changer au cours du temps. Donc pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais commencer par définir une fonction qui s'appelle onNext. Donc comme d'habitude, je la définis avec les parenthèses et rang. Et en fait, je veux qu'à chaque fois que cette fonction onNext soit appelée, je veux que la valeur de mon Pokédex augmente. Donc je vais juste lui spécifier setCounter Pokédex. Donc je vais lui dire cette valeur, je veux qu'elle augmente. Et comment elle va augmenter? Elle va prendre la valeur précédente et je vais lui rajouter 1. Et donc de la même manière, je peux également la définir onPrevious. Et ici, je pense que vous l'aurez compris, à la place d'augmenter le compteur Pokédex, j'ai envie de le diminuer. Donc maintenant, comment je vais appeler ces deux fonctions? On peut très bien imaginer, soit je les appelle dans une fonction, soit plus simple, je peux carrément définir un bouton, où à chaque fois, en fait, je vais augmenter la valeur et diminuer la valeur. Donc je vais dans la documentation des boutons de React Native. Voilà, donc là, vous avez un peu la description, le title, la color, voilà, press me, etc. Et donc, comment ça marche? Vous voyez que vous devez spécifier un titre et vous devez spécifier une action lorsqu'on appuie sur onPress. Donc, je vais copier ceci. Comme d'habitude, il y a beaucoup de... Quand on code, en fait, il y a beaucoup de copier-coller de la documentation. Et puis après, il y a moins de copier-coller dans le code, en fait, lui-même. Voilà. Je vais indenter... Oups. Je vais tout de suite indenter avec CTRL-SHIFT-I, qui est le raccourci sur VS Code. Et je vais faire le quick fix en important le bouton depuis React Native. Donc on a bien tout. Le title, donc ici on va définir un premier bouton Next. Et ici en fait, comment onPress, on va lui dire, lorsque tu cliques le bouton, donc là c'est un peu déstructuré, c'est toujours la valeur un peu de départ. Et je vais lui dire en fait, donc ici, alerte, ça renvoie un message d'alerte, mais moi, j'ai pas vraiment envie de lui renvoyer un message d'alerte, juste envie de lui dire d'appuyer sur le bouton onNext. Voilà. Donc, si j'arrive là, j'ai maintenant un bouton Next. Donc, il est très moche, il est tout en haut, il prend toute la largeur de l'écran, mais on verra plus tard comment changer le style. Là, c'est plus pour un test. Et juste avant, je vais définir en fait la valeur de counter Pokédex. Donc de cette manière, on va pouvoir voir si cette valeur change ou non. Et the value of counter is... Voilà. Et souvenez-vous, si je veux directement accéder à la valeur, j'ouvre les crochets. Et j'ai tout de suite cette variable qui apparaît. Et voilà. Et maintenant, lorsque j'appuie sur Next, on a bien la valeur qui augmente. Et ici, on a bien la liste qui s'inverse à chaque fois. Donc c'est intéressant, notamment parce que je comprends pas pourquoi elle s'inverse à chaque fois. Mais... c'est peut-être parce que... Ah oui, d'accord. Ça, c'est intéressant, ça. C'est parce qu'en fait, elle va être... comme j'appelle la fonction reverse, en fait, elle va être reverse à chaque fois. Ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est intéressant. Enfin bref, c'est pas le sujet. En fait, je m'attendais pas à ça comme effet. Ah donc on a bien la valeur qui change, et donc la liste qui ne change plus parce que j'ai fixé le reverse qui est changé à chaque fois. Oh, c'est intéressant ça comme side effect. Enfin bref. Et donc là, ce que je vais faire, une fois que j'ai le bouton Next, je vais également définir un bouton Previous.
où cette fois-ci, je vais lui dire non pas d'appeler la fonction onNext, mais d'appeler la fonction onPrevious. Donc il y a deux manières de définir les fonctions en React Native. En fait, l'appel à la fonction, c'est soit de faire de cette manière un peu déstructurée en lui disant quand tu cliques dessus, tu appelles la fonction onNext, ou alors soit on peut directement en fait passer le nom de la fonction, mais ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est de faire l'appel à la fonction en fait. Donc c'est un peu comme en mathématiques avec les objets. Donc il faut savoir que ça c'est une fonction, et ça correspond à l'appel de la fonction. Donc c'est assez particulier, et ça peut être une source d'erreur, notamment au début, où vous vous dites je passe la fonction, il y a toujours des parenthèses, donc ça va marcher. Mais non, en fait, il faut bien le passer. Et là, en fait, l'un des avantages de React Native, de TypeScript, c'est qu'il arrive à dire qu'il y a un souci, en fait. Donc, c'est un peu laissé à la préférence de chacun. Il y a des personnes qui passent le nom de la fonction, il y a des personnes qui le font comme ça. Moi, de manière générale, je vais plus le faire comme ça. Notamment parce que je sais de quoi j'aime bien quand j'ai vraiment une représentation de ce qui se passe. Et donc là, je sais qu'en cliquant sur le bouton onNext, il va faire un appel en fait à cette fonction-là qui va s'exécuter. Alors que là, onPrevious, je devine que ça va être une fonction, mais il faut quand même que je regarde et que c'est pas aussi évident parce que vous voyez, comme il n'y a pas de parenthèse, on peut très bien se dire, ça se trouve c'est une variable aussi quand on le lit comme ça, mais non, il faut garder à l'esprit que c'est une fonction. Donc, sans plus attendre, j'ai maintenant mon bouton Previous qui s'affiche, donc les deux sont à côté. Et donc comme vous pouvez le voir, lorsque je change la valeur du compteur, en fait j'appuie sur cette fonction set qui est un state et qui va pouvoir me dicter la valeur de mon state à chaque fois. Donc voilà, maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une sorte de Pokédex, c'est-à-dire que lorsque je appuie onNext, cette fois-ci ça va me rendre le Pokémon suivant de la liste. Donc alors vous vous demandez un peu comment est-ce qu'on pourrait faire. Une des manières de simple, déjà, c'est on va dire adieu à la liste, à cette flat list-là, et à la place, en fait, on va tout simplement, je vais recharger ici, voilà. Donc quand je recharge, en fait, il m'a remis mon state à 0. Donc là, il doit bugger parce que notamment Pokémon Info ici n'est pas répertorié. Et en fait, à la place de rendre cette liste Pokémon, je vais tout simplement faire une petite astuce, enfin c'est pas une astuce, mais je vais lui passer la liste, et en fait je vais lui dire d'accéder à l'élément qui se trouve à la compteur 0. Donc comment marche une liste? En fait je dis une liste, mais on peut également appeler ça un array, il y a des personnes qui appellent ça un array. C'est simplement que lorsque j'appuie à la valeur 0, en fait, je vais accéder à l'item qui est à la première position, en l'occurrence Pikachu. Donc si j'appelle maintenant à la valeur 1, je vais accéder à l'item qui se situe en deuxième position, donc Scarabot. Donc c'est assez confusing, c'est-à-dire confusant au début, notamment parce que la liste elle démarre pas à 1, elle démarre à 0. Donc il faut toujours garder à l'esprit que 0 c'est le premier élément, 1 c'est le premier élément. Donc tout est décalé. Et donc là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui se passe si on appelle la valeur 4. Là, étant donné que la liste elle est seulement de longueur 3, donc si on dépasse la valeur 2, elle va renvoyer une erreur en fait, puisqu'il n'y a pas d'élément après ça, et puisque la manière générale de comment se comporte une liste, c'est qu'elle ne va pas boucler sur elle-même, elle va juste renvoyer une erreur lorsqu'on essaye d'accéder à un élément au-delà de la liste. Donc, sans plus attendre, je vais lui dire en fait, donc là à la liste Poké, je veux que tu accèdes au Pokémon qui se trouve à la valeur du compteur, et par défaut la valeur du compteur sera 0. Donc dans un premier temps, il va nous renvoyer le premier Pokémon, à savoir Pikachu. Donc je change ceci, voilà, ici ça commence à dépasser, donc ce que je vais faire c'est que je vais indenter, je vais repasser à la ligne de manière à ce qu'on voit tout ici, voilà. Et je vais supprimer cette flat list, de manière à avoir seulement le Pokémon qui apparaît et disparaît. Donc là, je vais juste faire... Voilà, histoire de voir, d'entendre un peu. Voilà, parfait. Donc ici, il nous a renvoyé Pikachu, car comme je vous le disais, en fait, il va accéder à la liste Pokémon aux premiers objets.
donc à savoir le premier Pokémon qui est Pikachu. Et donc quand j'appuie sur Next, voilà, il veut nous accéder à Scarabrute, puisque Scarabrute se trouve en position 2. Et donc vous pouvez voir vraiment quand j'appuie sur Next, Previous, je vois les Pokémon défiler. Donc que se passe-t-il lorsque j'appuie sur 3 ? Bam, il crash. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'avais dit, en fait, lorsqu'il va sortir de la liste, en fait, ici il le dit clairement, undefined is not an object. Et en fait, il considère que cet élément-là n'existe pas, est indéfini. Et quand j'essaye d'accéder à l'élément name ou ID de quelque chose d'indéfini, bah forcément il ne le reconnaît pas, et donc il crash. Donc une manière de procéder, c'est ici en fait, on va juste boucler sur notre fonction. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste lui dire if. Donc si la valeur du compteur Pokédex donc, est égale à la longueur de la liste, donc la liste c'est liste Poké, donc sa longueur normalement c'est .length. Alors, je veux plus que tu me fasses augmenter le compteur, mais je veux juste le remettre à 0 en fait. Et donc là, vous vous dites sûrement, vous êtes en train de hurler parce que j'ai fait une erreur, parce qu'en fait, vu que c'est décalé, la longueur de la liste est de 3, et ici en fait, on a bien vu qu'à partir de 3, ça allait casser, donc je dois lui dire non pas égale longueur de la liste, mais longueur de la liste moins 1. Et dans le cas contraire, donc j'utilise la conjonction else, il doit se comporter normalement et augmenter le compteur. Voilà. Et donc je vais exactement faire la chose miroir ici, sauf que cette fois-ci, je vais lui dire si le compteur Pokémon est égal à 0, alors ici, il ne doit pas mettre le compteur à moins 1, mais il doit le mettre à 2. Donc, il doit le mettre à la longueur de la liste de Pokémon, moins 1, qui est égal à 2. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Donc là, autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, en fait, lorsque j'utilise le triple égal, donc c'est un peu l'égalité de JavaScript. Pourquoi on utilise le triple égal ? Ça peut paraître assez bizarre, mais il faut toujours se souvenir qu'en code, lorsqu'on définit une fonction, donc on utilise le premier égal, et lorsqu'on veut tester une égalité, donc on va utiliser ceci, mais en fait il va y avoir des cas où ceci ne va pas marcher, notamment parce que le type sera différent, la variable sera différente, donc il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais il faut vraiment évaluer de cette manière, donc en mettant un triple égal. Et même normalement, selon votre IDE, si vous mettez juste un double égal, des fois il va vous faire un warning, bon là c'est pas le cas, mais c'est toujours préféré de mettre un triple égal. Voilà. Donc là, normalement, si j'ai tout bon, je reload mon application, je teste le compteur, et il ne crache pas, puisqu'en fait il boucle. Lorsqu'il arrive à 2, il va boucler, voilà, il va retourner à 0, et lorsqu'il est à 0, hop, il boucle, il retourne à 2. Et donc de cette manière, vous avez une sorte de... Vous avez une première ébauche de Pokédex. Donc ce que vous pouvez faire, c'est... voilà, c'est vraiment, si vous êtes un peu staccanoviste, vous pouvez télécharger plusieurs Pokémon, les faire à la main. On verra dans la prochaine vidéo comment le faire automatiquement, donc je ne vais pas vous embêter là-dessus, mais vous avez une première idée de comment peut marcher un Pokémon, un Pokédex.